Bonjour, bienvenue dans ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Je suis Christophe Malmal. Aujourd'hui, nous allons parler des péritonites. Et pour commencer, nous allons d'abord donner quelques rappels sur les péritones, qui est une masse qui tapisse la cavité abdominale et les organes qui s'y trouvent. Le péritone a des feuillets, un feuillet pariétal et un feuillet viscéral. Et les péritones a ses replis. Nous avons notamment les ligaments qui lient un organe plein de la cavité abdominale à la paroi abdominale, les épiplombs qui lient des organes de la cavité abdominale, des viscères de la cavité abdominale. Nous avons l'épiplombs, les grands épiplombs, les petits épiplombs, les épiplombs gastrospléniques, pancréatiques, spléniques, etc. Et les mésos qui lient un organe creux de la cavité abdominale à la paroi. Nous avons là les mésocolons et les mésentères. Le rôle du péritone est d'abord d'assurer la libre mobilité entre les organes intra-abdominaux, de constituer en réserve des graisses. Ce rôle est beaucoup plus joué par les grands épiplombs, de contribuer à la fixation de certaines structures, le contrôle des extensions des infections grâce au follicule lymphoïde qu'il contient. Le péritone joue un rôle dans le soutien des vaisseaux et des nerfs et de lymphatiques situés dans la cavité abdominale et protège certains organes. Maintenant, nous allons parler de péritonite. Qu'est-ce qu'une péritonite? Une péritonite n'est rien de plus qu'une infection du péritone. Selon la classification des Hambourg, nous avons trois sortes de péritonite. Péritonite primaire, secondaire et tertiaire. Les péritonites primaires sont des péritonites qui sont dues à une infection spontanée monobactérienne du péritone qui est d'origine soit hématogène, soit par translocation. Et son traitement est principalement médical. Les causes les plus fréquentes des péritonites primaires sont les infections de l'acide à Escherichia coli, surtout chez les patients avec cirrhose des foies, l'infection à staphylocoque par intermédiaire des cathéters chez les patients chez qui on a pratiqué des dialyses péritonéales. Les péritonites secondaires sont des péritonites qui sont secondaires soit à la diffusion d'une infection abdominale localisée, soit à la perforation d'un viscère abdominal. Et les péritonites tertiaires sont des infections, sont des péritonites qui correspondent à des infections abdominales persistantes malgré un traitement bien conduit. La cavité abdominale est surinfectée par des microbes peu virulents qui sont devenus très résistants. Et ces péritonites sont fréquemment associés à des syndromes de défaillance multiviscérale. Dans cet exposé, nous allons plus parler des péritonites secondaires qui est plus fréquente en Afrique et ces étiologies sont nombreuses. Nous avons les péritonites appendiculaires qui sont les plus fréquentes dues à la perforation de l'appendice. Les péritonites dues à la perforation de viscères creux, comme les péritonites dues à la perforation de l'estomac, du côlon, etc. Les péritonites d'origine biliaire dues à la perforation de canaux biliaires, de vésicules biliaires, etc. Ce sont les péritonites chimiques et les péritonites d'origine génitale. En fait, dans des pays moins développés, partout au monde d'ailleurs, si l'équirage n'est pas bien fait, on peut perforer l'utérus et surinfecter la cavité abdominale. À cela, on peut ajouter les péritonites post-opératoires si les règles d'asepsie et d'antisepsie n'étaient pas très rigoureuses, et des péritonites post-traumatiques, par exemple après les accidents de trafic routier, si on poignarde quelqu'un ou après que quelqu'un ait reçu une balle, etc. La physiopathologie des péritonites. Ici, nous allons diviser les péritonites à deux parties, les péritonites localisées et les péritonites généralisées. Les péritonites localisées, dans les péritonites localisées, la réaction initiale à la dissémination microbienne provoque en quelques heures une
dilatation des capillaires et une augmentation de la perméabilité péritonéale. Et un épanchement liquidien septique se forme dans la zone inflammatoire. La richesse en fibrine de cette inflammation et les répits péritonéaux vont favoriser la localisation des processus. Et les mécanismes cellulaires anti-infectieux provoquent la phagocytose de ces bactéries. Si le nombre de bactéries est faible, les processus demeurent localisés, peut évoluer soit vers la guérison, soit par la construction d'un plastron ou vers un abcès. Sinon, le processus se généralise dans l'ensemble de la cavité péritonéale et conduit à une péritonite généralisée. Une concentration très élevée de micro-organismes, un système immunitaire défaillant ou une contamination par des germes particulièrement très virulents peut conduire à la diffusion de l'infection dans l'ensemble de la cavité péritonéale. Ainsi, le péritone est fragilisé, épaissi et devient inflammatoire. Cette modification explique le fait que la réalisation d'une suture digestive dans les péritonites aboutit inéluctablement à un lâchage des fils, sauf en cas de ulcère gastrique perforé. Elle explique également la séquestration liquidienne intrapéritonéale par défaut de réabsorption et l'augmentation de la production de sécrétions inflammatoires conduisant à la déshydratation et à l'insuffisance rénale fonctionnelle. L'augmentation de la perméabilité péritonéale, notamment aux endotoxines bactériennes, explique les conséquences systémiques telles que les chocs, les syndromes de détresse respiratoire, les nécroses tubulaires aiguës et les coagulopathies, la coagulation intravasculaire disséminée, CIVD, les emboles septiques en distance, etc. Clinique de la péritonite. À l'interrogatoire, le patient se plaint de douleurs abdominales, de vomissements, de fièvre, d'arrêt des matières et gaz. Et l'état général est altéré par un faciès souffrant, l'attitude alitée active, donc le patient est couché d'un côté, les membres inférieurs fléchis pour essayer de relâcher la musculature abdominale, et l'état général est altéré également par la fièvre. À l'inspection, l'abdomen est rétracté, les faciès péritonéales, donc le sujet est figé, a un visage livide. Les cuisses fléchissent sur le bassin pour essayer de relâcher la musculature abdominale comme nous l'avons dit. Et à la palpation, on a un abdomen de bois dû à la contracture généralisée de la musculature abdominale. Et une sensibilité d'abord localisée au regard de l'organe perforé. Ensuite, cette sensibilité est généralisée. Le reste de l'examen physique, à la percussion, on a une matité généralisée, un tympanisme à la région préhépatique. Cet tympanisme est dû au fait que la péritonite induit un pneumopéritone dû au gaz produit par des bactéries dans la cavité abdominale. Et ces gaz vont s'accumuler dans la région préhépatique et réaliser ce tympanisme. Et à l'auscultation, on a un silence auscultatoire. Parce que la loi de Stock dit les intestins réagissent au corps étranger par une paralysie. Et ici, les corps étrangers sont des pus. Au toucher vaginal ou toucher rectal, on a les cris de Douglas. Il faut noter que les patients présentent aussi une accélération du pus et une tachypnée. À l'examen radiographique, nous avons le croissant gazeux sous-fréné qui est montré par la flèche orange. On a aussi ici des croissants gazeux sous-phréniques. À ne pas confondre avec la poche gastrique qui est à droite et qui est à gauche plutôt.
les complications. Nous avons les complications précoces et les complications tardives. Parmi les complications précoces, nous avons les hémorragies, la péritonite avec lâchage de fils anastomotique qui se révèle par un tableau d'occlusion fébrile. Nous avons les infections pariétales pouvant aboutir à l'éviscération. Des abcès métastatiques, notamment au niveau des reins, des poumons, parfois au niveau du cerveau. Des thrombophlébites périphériques, des fistules digestives, des toxémies et septicémies. Les complications tardives, nous avons les abcès localisés qui peuvent être uniques ou multiples, des occlusions répétées par bride adhérentiel et des éventrations. Les traitements, nous avons classé les traitements ici par rapport au péritonite, par rapport à la classification des Hambourg. Et les traitements de la péritonite primaire et médicale. Tout d'abord médicale, on fait une antibiothérapie probabiliste. Ensuite, on adapte l'antibiothérapie à l'antibiogramme. Et en cas de péritonite secondaire, les traitements chirurgicaux. Parce que la péritonite secondaire en soi est une urgence chirurgicale. Après la chirurgie, on fait une antibiothérapie probabiliste d'abord avec l'augmentin associé à un aminoglycoside comme gentamicine, tobramycine, etc. pendant 5 à 15 jours en fonction de la gravité, de l'évolution clinique, biologique ou du syndrome septique. Ensuite, l'antibiothérapie est adaptée à l'antibiogramme et à l'hémoculture. Le traitement chirurgical a pour objectif de traiter les foyers infectieux et de laver la cavité péritonéale. La surveillance d'un patient péritonéal est d'abord basée sur la surveillance des signes hémodynamiques, la surveillance de la diurèse, des fonctions ventilatoires et de la fièvre. La surveillance des signes locaux est basée sur la surveillance de la reprise de transit parce que la péritonite induit une occlusion intestinale. Et puis la surveillance de la disparition des signes péritonéaux. Et la surveillance sur les signes biologiques, on surveille la normalisation des taux de polynucléaires, la normalisation des fonctions rénales. Et l'absence de l'amélioration peut être due à une conséquence toxinique du sepsis. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup.